Je suis Estelle Royer, je travaille auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante, qui a été créée en 2007 et qui est chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté. Nous allons bien évidemment dans les établissements pénitentiaires, mais aussi dans les centres de rétention administrative, zones d'attente, hôpitaux psychiatriques pour la partie hospitalisation sous contrainte, locaux de garde à vue, centres éducatifs fermés, etc. Dès lors qu'une personne est privée de liberté sur décision administrative ou judiciaire, on est compétent pour aller voir comment ça se passe. Et donc nous faisons à la fois des visites d'établissements réguliers et nous recevons également près de 3500 signalements par an. Plusieurs choses. D'abord, le contrôle général, ce qui nous intéresse, c'est l'effectivité des droits. Les droits, ils existent. L'ensemble des personnes handicapées bénéficient des mêmes droits que le reste de la population pénale. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces personnes peuvent réellement exercer leurs droits. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est déjà pas le cas de manière générale. Et c'est encore moins le cas quand on est handicapé. Et je parle là de tous les droits qui sont à l'œuvre dans un établissement pénitentiaire. Bien sûr, les grands droits, les droits de l'homme, le droit à l'intégrité physique ou psychique, le droit au maintien des liens familiaux, le droit d'expression, etc., l'accès aux soins, mais aussi tous les droits qui sont liés à la mesure de privation de liberté, les droits de la vie quotidienne, le droit de pouvoir s'alimenter, c'est-à-dire faire des cantines. Je vous donne un exemple. En prison, il faut écrire pour tout. Pour toutes les demandes, on doit écrire pour demander une consultation, on doit écrire pour faire des cantines, on doit écrire pour avoir une autorisation de téléphone quand vous êtes déficient visuel, par exemple, ça devient très compliqué. Donc voilà, ça c'est des droits, c'est comment concrètement tous ces droits s'exercent. L'autre chose, on a parlé d'accessibilité, il y a un certain nombre de textes qui sont très spécifiques aux personnes handicapées. Alors je parle plutôt du handicap physique et sensoriel. La question du handicap et de la santé mentale, c'est un vaste sujet que j'ai pas abordé aujourd'hui. Est prévu dans les textes que les personnes handicapées doivent bénéficier de cellules aménagées en nombre adapté. Nous, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de cellules dans les établissements. Il n'y a que la moitié des établissements qui ont des cellules, ce qu'on appelle pour personnes à mobilité réduite, ce qui veut dire que nous, lors de nos visites, on rencontre des personnes qui sont hébergées en cellules ordinaires dans des conditions qu'on peut parfois qualifier d'indignes. Et que quand on parle d'aménagement de la cellule, et que nous, on va réellement, le contrôle général, quand on va dans les établissements, on va dans les cellules et qu'on constate les aménagements, on se rend compte que bien souvent, c'est pas du tout des cellules qui sont aménagées pour un fauteuil roulant, quand il y a un bac de douche surélevé, quand il n'y a pas de dispositif de transfert pour aller aux toilettes. Et puis, parfois, il y a des barres d'appui ou un certain nombre de dispositifs qui sont adaptés à un type de handicap, mais c'est une personne qui a un autre type de handicap qui y est hébergée. L'autre question, c'est la circulation dans les établissements. Il y a de la même façon beaucoup d'établissements où c'est pas possible de circuler pour se rendre en promenade parce qu'il y a des marches, parce qu'il n'y a pas de rampe. Encore une fois, pour les déficients visuels, il n'y a pas d'orientation possible. Il y a des établissements où il y a des aménagements, il y a des ascenseurs, mais il faut être accompagné par un personnel de surveillance et de ce fait, tous les mouvements sont difficiles et les personnes en situation de handicap peuvent passer 22 heures, 23 heures, voire 24 heures sur 24 en cellule. La troisième chose, c'est que le code pénitentiaire prévoit que les personnes qui en ont besoin doivent pouvoir bénéficier d'aide humaine. C'est un sujet, c'est très délicat, c'est un sujet très délicat. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont passé des conventions pour permettre l'intervention des services d'aide à la personne.
Parfois ça marche, souvent de façon vraiment imparfaite ou insatisfaisante, aussi parce que les auxiliaires les aides, le personnel parfois rechigne à venir en prison, notamment parce que ça prend beaucoup de temps de passer, de rentrer dans un établissement pénitentiaire et que tout simplement pour eux c'est pas rentable et que le plus souvent ce sont des codétenus qui assurent l'aide aux gestes élémentaires. Ça peut être à la fois pour faire le ménage dans la cellule, mais aussi pour les aides à la toilette, avec parfois de bons sentiments, une vraie solidarité, et puis parfois moyennant des contreparties, ce qui est beaucoup plus problématique. Et puis dans un certain nombre de cas, il n'y a rien du tout, et donc les gens on voit des gens qui sont réellement laissés à l'abandon. Et c'était le cas notamment au centre de détention de Bédenac, où le contrôle général a publié des recommandations en urgence au journal officiel après avoir constaté que des personnes en situation de handicap étaient laissées dans un état d'abandon indigne et inadmissible. Juste un tout petit mot pour finir sur le travail, puisque le code pénitentiaire prévoit désormais que les chefs d'établissement doivent porter une attention particulière au travail des personnes handicapées. Le contrôle général, on s'en réjouit, ça fait plusieurs années qu'on demande qu'il y ait des postes adaptés et des horaires et des cadences qui soient adaptés à l'emploi de personnes en situation de handicap. Il y a 2 établissements en France où ça existe, il y a des ESAT à Val-de-Reuil. Il y a 10 postes d'opérateurs qui sont réservés aux personnes bénéficiaires de l'AAH, et donc c'est possible, et il faudra tirer le bilan de cette nouvelle disposition dans quelques temps.